que je connais déjà la réponse, mais bon, il y a 2 jours, j'ai un camarade qui s'appelle Jean-Paul Genquin, qui est très actif justement dans la communauté gay, et qui m'appelle et qui me dit: ah ouais, tu vas faire une rencontre sur Triangle Rose à Michel Dufresne. Mais alors, est-ce que le Michel Dufresne, c'est le Michel Dufresne qui assistait Gottlieb sur Galuron? Ça se voit, oui, on a le même âge, non, pas du tout. Mais là, c'est presque Oedipien, c'est pour ça que je fais de la BD, mais j'étais pas au courant. Voilà, est-ce que tu peux te présenter? Enfin, moi, je te connaissais à travers le Pavillon Rouge, la revue Pavillon Rouge, éditée un temps par Delcourt, également, bon, bien sûr, en tant que scénariste, mais également en tant que rôliste, donc passionné de science-fiction. Et puis, je crois que maintenant, tu collabores à une émission bruxelloise belge de culture, avec notamment, je crois que c'est pas Thierry Belfroy. C'est Thierry Belfroy. Voilà, Thierry Belfroy, c'est ça. En Belgique, on dit, qui s'appelle Livré à domicile maintenant. En Belgique, on dit chroniqueur littéraire, en France, on dit critique littéraire. Donc, comme je suis en France, je vais pas me le péter. Ouais. Non, mais ça, c'est l'avantage d'être justement sur la thématique café littéraire. Alors, donc, oui, le triangle rose. Voilà. J'ai plutôt l'impression qu'on va transformer le café littéraire en café psychanalytique, puisque déjà tout petit. Alors pourquoi Triangle Rose? Comme je viens de le citer, enfin comme tu viens de le citer, je suis belge. Élément très important. C'est plutôt bien. Oui, mais c'est un élément très important, tant par mon histoire personnelle que par l'histoire de ma petite nation, puisque pour l'histoire de ma petite nation, depuis trop souvent on voit le conflit français, francophone, flamand, on oublie qu'on a quand même une communauté germanophone. Donc nous avons eu nos malgré nous, même s'ils ne s'appellent pas malgré nous, puisqu'on sait très bien que c'est réservé aux Français. Avec leur lexisme et tout. Ou donc, au-delà de ça, je veux dire, le simple fait d'avoir des germanophones sur le territoire, la partie a été annexée par le Grand Reich. Donc on a eu toutes les problématiques, entre autres la problématique du triangle rose existait aussi pour les Belges germanophones. Voilà. Donc c'est une partie de l'histoire qui est très très peu connue, parce que souvent occultée par les grands frères que sont d'une part l'Allemagne, d'autre part la France, et parfois les Pays-Bas sur certains faits de résistance, ce genre de choses. On a eu des moments célèbres et des lieux fort sympathiques du côté de la où on enfermait les enfants, on déportait directement, enfin ce genre de choses. On a des actes célèbres de résistance, car c'est sur le sol belge qu'un train de déportés a été... c'est le seul train de déportés qui a été attaqué par la résistance en Europe. Et oui, c'est chez nous, il faut quand même savoir que c'était des résistants qui étaient pour partie flamands, parlant le français, parce que c'était des Franskioun, pour partie francophones, mais parlant très mal le français parce qu'ils parlaient que le wallon, enfin bon voilà. Donc toute la complexité belge probablement forge mon intérêt pour l'histoire. Puis d'un point de vue plus simplement psychanalytique, voire oedipien, mon papa avait 14 ans dans un petit village belge qui s'appelle Bastogne en 1944. Oui. Donc, il n'y a pas eu de bataille là-bas? Je ne sais pas s'il y a eu une bataille. Enfin, en tout cas, quand j'étais petit, jusqu'à il y a très peu de temps, chaque année, il y avait des grands pèlerinages familiaux, mais ce n'était pas des pèlerinages type tourisme militaire. D'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de difficultés à reconnaître une Jeep et un Koppelwagen. Par contre, c'était un pèlerinage très familial. Donc, je peux vous montrer le champ où mon grand-oncle a trouvé des yeux, et il pensait que c'était des billes. Je peux vous montrer le champ où les vaches du fermier machin ont explosé sur des mines. Je peux vous trouver le champ où les enfants ont enterré les cadavres parce que c'était super drôle, enfin ce genre de choses. Donc j'ai une approche de l'histoire et de cette actualité historique par le petit bout de la lorgnette. Et en gros, c'est ce qui moi m'intéresse en tant que scénariste, puisque, alors là, pas de chance pour moi, je suis psychologue de formation et pas du tout historien. Ce qui m'intéresse, c'est le travail sur, pas tant la mémoire, mais le souvenir. C'est-à-dire la mémoire qui est passée par le filtre des émotions, d'un ressenti, de choses qui sont complètement transformées. Et voilà. Alors, j'en arrive à Triangle Rose. Triangle Rose est indirectement lié à ma famille aussi, enfin ma famille très élargie. Donc, de par tout ce brassage belge, j'ai des grandes-tantes qui ont épousé des poches, ça c'est quand même pas de chance, ou qui elles-mêmes sont des filles ou des fils de Schleu, enfin ce genre de choses. Donc on a un peu toutes les configurations possibles de la grande histoire mélangée au niveau familial, et il y a un personnage qui intervient mais de façon très courte dans Triangle Rose, qui est la fille d'Angela. Angela étant une lesbienne qui a subi un viol correctif,
Et ce viol collectif a donné naissance à une enfant. Ben, cet enfant, je l'ai connue. Si ce n'est que quand je la connaissais qu'elle était vivante, c'était juste une personne de ma famille. Et c'est seulement quand elle est décédée que j'ai donné un grand coup dans la fourmilière avec un manque de diplomatie digne d'un croconnard de 20 ans, que les portes se sont ouvertes et que j'ai découvert qu'effectivement sa mère avait été violée, qu'elle-même avait été dans les Lebensborn, dans un Lebensborn bien connu qui s'appelle Wégimont en Belgique, enfin bien connu sauf des Belges et de toutes les sociétés et banques qui vont organiser des séminaires là-bas, puisque le lieu existe encore, et qu'elle avait été un de ces bébés sur lesquels la médecine nazie avait fait des tas d'expériences génétiques, enfin tout son état de santé, voilà. Et c'est en ouvrant cette porte-là quand j'avais 20 ans que, alors vous savez, 20 ans, super arrogant, ouais, moi je connais tout, la Seconde Guerre mondiale, je maîtrise à fond, j'ai tout lu. Je me suis rendu compte que je connaissais rien, qu'on parlait de sujets dont j'avais absolument jamais entendu. Bon, je sais que je fais pas mon âge, mais quand j'avais 20 ans, c'est quand même quelques années. Donc Internet n'était pas développé, donc les triangles noirs, les lesbiennes, les viols collectifs, les réseaux sociaux, je ne connaissais pas. De fil en aiguille, j'ai donc demandé, mais quel est donc le monsieur qui était sur la photo de la mère de ma tante, si la mère en question est une mère biologique, médicale. Bien, mais c'est le monsieur qu'elle a épousé parce que lui-même était persécuté en Allemagne. Enfin bon, ça reste un boche. Oui, mais un boche. Bon, il était homosexuel. Ah bon, ok. Pourquoi les homosexuels étaient persécutés? C'est comme ça que j'en suis arrivé aussi à m'intéresser à ce paragraphe 175. Voilà, j'adore dire 175 parce que je suis belge. T'as raison. 175 de ce côté de la Loire. Non, mais là, justement, là, on en revient à la discussion qu'on a vue avec notamment Jérémy, sur le fait que c'est pas fini après. Voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir déjà, pourquoi tant de haine? Déjà dès le départ. Bon, moi, pour préparer ça, j'avais commencé à faire une petite recherche Internet. Là, maintenant, Internet existe, donc ça, c'est l'avantage. Sur l'histoire chronologique de l'homosexualité en France. Bon, en France, en 1789, il y a l'abandon de la répression pénale de l'homosexualité, la Révolution française. Et puis, il y a un certain Napoléon Bonaparte, qui me dit peut-être quelque chose, qui, dès 1800, finalement, change un peu le code, parce que d'abord il établit ce qu'on appelle le code Napoléon, et puis qui part du principe que la majorité sexuelle comme source de discrimination est fixée à 15 ans pour les hétérosexuels et à 18 pour les homosexuels. Ça, c'est le côté gentil, parce qu'après, évidemment, on va arriver dans les années Pétain, et là, ça devient beaucoup moins drôle. Et ce fameux paragraphe 175, 175, on va s'apercevoir qu'une fois la guerre finie, c'est pas fini. Le paragraphe 175, c'est allemand. Oui, c'est allemand. Ça n'a rien à voir avec la France. Oui, mais on a un peu notre équivalent. Oui, alors justement, allez-y. Ça a à voir avec les territoires annexés, donc l'Alsace-Lorraine, effectivement, la Belgique, pas seulement toute la Belgique, les Pays-Bas, etc. Alors apparemment pas toute la Belgique. Enfin, le degré d'application. Après, il y a le degré d'application qui va différer. Mais je crois effectivement qu'il faut vraiment bien dissocier dans le discours, dans la recherche et dans la mémoire, ce qu'il en est du paragraphe 175 dans le Troisième Reich, avec les territoires annexés, notamment l'Alsace-Lorraine et la Belgique, et puis le reste de la France, et ça on pourra y revenir tout à l'heure. Je voulais juste vraiment, il y a deux persécutions qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire le paragraphe 175, c'est inhérent à l'histoire de l'Allemagne elle-même, les débuts de la réunification allemande. Ça s'inscrit, alors il faut savoir dans la formulation, c'est assez intéressant, puisqu'on condamne les rapports homosexuels entre hommes ou entre hommes et animaux. Donc c'est mis sur le même pied. Et les lesbiennes sont pas... Et les lesbiennes, c'est à part. Les lesbiennes ne sont pas du tout concernées. Voilà, les lesbiennes ne sont pas du tout... L'homosexualité féminine n'est pas du tout concernée. Et d'ailleurs, avec le durcissement nazi, ou du moins l'application d'abord stricto sensu, et puis le durcissement nazi, les lesbiennes restent à part. Et d'ailleurs, c'est un des gros problèmes aujourd'hui pour la recherche historique, c'est que les sources sur la persécution vis-à-vis des homosexuels femmes, il n'y en a quasiment pas, je pense. Enfin, moi j'ai trouvé un seul livre, et puis alors je sais que pour les chercheurs c'est la catastrophe, parce qu'entre autres c'est plutôt lié à une approche asociale de la vie, puisqu'elles refusent de procréer, mais cela dit, par le viol on peut quand même y arriver, on peut les amener à des mariages forcés et tout, ce qu'on ne peut pas faire avec des hommes, et puis c'est bien connu, les hommes qui couchent entre eux ou qui couchent avec des animaux, c'est quand même un truc terrible, et là c'est vraiment un positionnement, du moins dans l'esprit nazi, qui est plus qu'antisocial, c'est on nie à la race aryenne.
C'est pour ça que le paragraphe 175 s'applique au territoire allemand ou assimilé, mais par contre on s'en fout des Slaves. Hein. Les homosexuels russes, c'est bien, de toute façon le Slave est un sous-homme, donc un homosexuel dans une catégorie de sous-hommes, c'est juste un sous-homme au carré, mais on s'en fout un peu, et que la race ne se perpétue pas, tant mieux. C'est quand même une bascule importante dans l'esprit. Alors la France, par rapport à ça, n'introduit pas le paragraphe 165 dans la loi française, mais dans l'histoire de la collaboration française. Alors là, c'est un Belge qui peut le dire, ce genre d'envol. Dans l'histoire de la collaboration française, parfois, on aime bien quand même montrer qu'on peut être très collaborateur ou très collaborant. Et il y a effectivement des paragraphes qui sont amendés, changés, de façon à ce que l'homosexualité devienne une cible, ou que l'approche judiciaire ou de l'homosexualité soit renforcée. Le problème, c'est qu'une fois que ça rentre dans les lois, pour faire sauter tout ça, il faut du temps. Et effectivement, là on en revient, c'est que la problématique du paragraphe 165, c'est que ça existe avant le nazisme. Le nazisme intensifie les choses, mais en même temps, alors, il faut savoir, dans les années 30, Berlin est présenté un peu comme la capitale homosexuelle. Il y a des façades. Vous vous baladez dans certains quartiers où tout n'a pas été détruit, vous avez vraiment les façades. Il y a absolument aucun doute, mais le paragraphe 165 est toujours dans la loi, si ce n'est qu'il est peu appliqué. Alors si effectivement vous êtes fils de boulanger à Lübeck, là on risque de l'appliquer. À Berlin, il n'y a aucune chance, les fêtes sont connues, on vient de Londres, de Bruxelles, de New York, parce que Berlin, entre autres le cabaret Eldorado, qui est quand même devenu assez symbolique aussi de ce, entre guillemets, relapse, est connu, et ça crée une sorte d'insouciance. L'arrivée du nazisme ne fait juste que dire, ben non, c'est dans la loi, donc on va l'appliquer, avec la bonne vieille stratégie du pied dans la porte, hein, donc on va tenter de s'en prendre à des catégories faibles, et si la population réagit, on dit qu'on a fait une erreur, donc non, l'eugénisme, tout compte fait, excusez-nous, c'était une erreur. Les homosexuels, ça réagit un peu assez peu, donc on continue, on durcit, on change sensiblement les textes, voilà. La problématique, c'est qu'une fois que le nazisme tombe, ça reste